Voici la fiche synthèse 1 qui correspond au thème 5, préparation et analyse biochimique des échantillons biologiques. Et donc il s'agit de l'analyse immunologique des échantillons biologiques. Donc on va voir que c'est vraiment quelque chose de très important, l'utilisation des anticorps comme outil de biotechnologie, car ils ont vraiment la capacité d'être spécifiques d'une molécule, et eux-mêmes on va pouvoir les détecter. Donc ils sont utilisés dans la détection ou le dépistage d'un antigène, ou alors on va pouvoir déterminer la concentration d'un anticorps, par exemple dans le sérum, par dosage ou titrage. Le point le plus important, c'est la notion de complexe immun. En fait, la liaison entre un antigène et son anticorps est basée sur la reconnaissance spécifique entre les épitopes de l'antigène et le paratope, donc la partie de l'anticorps, qui va être complémentaire de l'épitope de l'antigène. Donc c'est vraiment une complémentarité structurale et aussi d'interaction de faible énergie. On va avoir établissement de liaisons hydrogène, électrostatiques, de Van der Waals entre autres, et ça va permettre d'assurer une stabilité de ce qu'on va appeler l'immunocomplexe ou le complexe immun. On va définir l'affinité d'un anticorps. Ça va reposer sur l'intensité de ces interactions. Plus l'interaction est complémentaire et forte, plus il y aura d'affinité d'un anticorps pour son antigène. Et plus la complémentarité structurale entre paratope et épitope sera parfaite, plus l'affinité sera élevée. Alors voici le schéma d'un complexe immun très simplifié. Donc on voit ces molécules en Y, là, ce sont les anticorps, où on voit en vert, ça c'est la chaîne légère, on va en reparler. Donc on les représente sous forme de Y en rajoutant ou pas, ça dépend les présentations, cette petite partie verte. Et on voit que ça va reconnaître des parties spécifiques de l'antigène qu'on appellera donc épitope. Et la partie qui est constituée donc de la petite partie verte et du Y, donc ça s'appelle le paratope, c'est la partie vraiment très spécifique de l'épitope. Les anticorps donc sont vraiment très diverses. Alors structurellement, ils appartiennent à la famille des immunoglobulines, même les gamma-globulines qu'on a vu sur la séparation des protéines du sérum. Donc elles sont constituées de deux chaînes polypeptidiques lourdes, donc on va appeler H pour heavy, donc c'est celles qui forment le Y, et on voit donc qu'elles sont liées par des ponts disulfure, donc ça ne se décroche pas comme ça. Et on va avoir deux chaînes polypeptidiques légères, les chaînes L pour light, qui vont se mettre donc sur cette partie, et ensemble, chaîne légère et chaîne lourde, vont former le paratope en bout. Donc c'est la partie qui va reconnaître l'épitope d'un antigène. Alors, on a une très grande diversité de ces paratopes. Ce que je n'ai pas dit dans la partie précédente, c'est que les anticorps ont une région variable, donc qui va être spécifique de leur antigène, et une région constante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des classes d'anticorps. On y reviendra sans trop de détails, mais on y reviendra. Et donc, on a une très grande diversité de la région variable. En fait, ça c'est un mécanisme assez complexe, mais qui permet en fait de réarranger chez les lymphocytes B et chez les lymphocytes T, réarranger une partie de leur gène. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être enlevée à différents stades de maturation. Donc là, on voit pour la chaîne légère VJC et pour la chaîne lourde VDJC. C, c'est pour la partie constante, donc c'est la partie qui est exprimée de manière constante. Mais la partie variable donc va être réarrangée et donc on va avoir des bouts d'ADN qui vont être enlevés. Et donc ça va créer des décalages de phase, ça va créer une diversité génétique et après de protéines par ce mécanisme. Donc quand il va y avoir cette recombinaison, on va créer une jonction différente entre chaque cellule et ça va donner une séquence polypeptidique aléatoire
Alors, chaque lymphocyte B naïf, donc ça, naïf, c'est quand il est dans la moelle osseuse, il a été créé là-bas, et il va avoir un anticorps unique qui lui est spécifique. On va parler de répertoire immunologique, hein, et il exprime son anticorps à sa surface. Donc on appelle ça une IgM, ou immunoglobuline membranaire. Et donc si à un moment donné, cet anticorps de surface reconnaît un antigène, donc ça c'est dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative, donc une cellule présentatrice d'antigène va présenter cet antigène, donc le lymphocyte va être activé et il va rentrer dans des cycles de sélection qui vont entraîner la sélection des anticorps les plus spécifiques. Alors au départ on va avoir production d'IgM, donc là elles vont plus être membranaires, elles vont être sécrétées, donc ça c'est dans les premières phases, et puis ensuite il va y avoir plusieurs autres cycles de sélection pour avoir des anticorps de plus en plus spécifiques de l'antigène. Donc ça c'est ce qui se passe pendant la réaction immunitaire. Et donc on va créer des lymphocytes B mémoire qui vont aller se loger dans la moelle osseuse, puis qui vont être réactivés un jour s'il y a de nouveau cet antigène. Donc c'est ça qui va fournir un peu une mémoire immunologique, hein, c'est le principe de la vaccination. Ou bien on va produire des plasmocytes. Une partie des lymphocytes vont se transformer en plasmocytes, eux aussi logés dans la moelle osseuse, et ce sont vraiment des machines à produire de grandes quantités d'anticorps spécifiques dans le sang. Donc c'est ce qu'on a à droite, hein, ça rappelle vraiment ce qui se passe lors d'une immunisation. Et quand une première fois on va activer ce système immunitaire, on va produire des IgM, puis avec le temps ils vont baisser, puis si on réinjecte cet anticorps, on va réactiver les B mémoires, et ce qui va faire produire d'autres anticorps qui vont être encore plus spécifiques, ça s'appelle les IgG. Donc voici la grande diversité, assez grande diversité des anticorps. On a vu au point de vue de leur partie variable, partie V là qu'on voit, mais aussi on a une variabilité dans les parties constantes, et ça va vraiment donner des fonctions un peu différentes à chaque anticorps. Donc comme on a dit, on a les IgM qui vont être produits en début de réaction immunitaire adaptative, et là on voit ils sont liés entre eux par un petit bout de membrane, et là on va avoir des anticorps, vous voyez, un pentamère qui va être capable d'accrocher pas mal d'antigènes et les précipiter. Ils sont très efficaces donc pour précipiter. Et une fois qu'on va avoir réactivation de l'immunité, on va avoir soit des IgG qui sont des très bons tueurs d'antigènes, hein. Si j'ai une bactérie qui rentre, l'IgG va la reconnaître et va permettre sa lyse cellulaire, notamment par la cascade du complément, ça vous reverrez ça peut-être en CBSV, ou bien par le mécanisme d'opsonisation, c'est-à-dire que l'anticorps est fixé sur la bactérie, et ça fait qu'un macrophage par exemple, ou un polynucléaire neutrophile, va reconnaître qu'un anticorps est fixé sur quelque chose, et donc il va manger, il va phagocyter cet antigène, et le détruire par lyse cellulaire à l'intérieur de son corps, la digestion. Et puis on va avoir d'autres types d'anticorps, les IgE qu'on va retrouver dans l'allergie, et notamment aussi les IgA qui forment des dimères. Et ces IgA sont souvent sécrétés dans les divers mucus, et par exemple c'est eux qui ont une action protectrice quand une maman allaite son bébé. Donc maintenant qu'on sait à quoi correspond un anticorps et un petit peu comment ils sont générés, en fait ça a permis d'être des outils très importants pour les biotech d'aujourd'hui, vraiment en ayant cette complémentarité entre anticorps et antigènes, et et cette affinité qui peut être accrue par vaccination, on va dire. Et aussi on va pouvoir aussi caractériser une avidité. L'avidité en fait c'est
combien j'ai de paratopes pour mon antigène. Et on a vu par exemple pour les pentamères d'IgM, on a 10 paratopes contre un antigène. Donc on va pouvoir par exemple précipiter un antigène, l'agréger dans un réseau de compleximum. Nous en biotechnologie, on se sert des anticorps purifiés aussi, et on est capable de coupler une autre molécule sur un anticorps sur la partie constante. Et par exemple, on peut y coupler une molécule fluorescente. Donc si l'anticorps reconnaît quelque chose, la chose va être fluorescente. Ou bien on peut y coupler même une enzyme. Et ça, ça va permettre d'amplifier un signal. Par exemple, si l'enzyme permet de créer de la lumière, ça, on reverra ça plus tard, ou d'obtenir une coloration par action sur un substrat. Donc aujourd'hui, on sait produire des anticorps en grande quantité grâce à la technique des hybridomes. Donc c'est une technique, pour rapidement en parler, hein, on va sélectionner un type de lymphocyte B immunisé, et on va sélectionner ceux qui sont qui ont des anticorps bien dirigés contre l'antigène qu'on recherche, et on va créer des hybrides cellulaires. On va les hybrider avec un autre type cellulaire, une sorte de cellule cancéreuse. Et là, on va avoir donc un mélange dans la même cellule des deux noyaux. Et c'est vraiment que in vitro. Et ces cellules sont immortelles. On va les sélectionner par certaines techniques. Et on va pouvoir faire produire in vitro par culture cellulaire des quantités phénoménales d'anticorps bien spécifiques. Et donc on appellera ça un anticorps monoclonal, puisque au départ, on n'avait qu'un clone de lymphocyte B, donc un seul type d'anticorps qui a été produit. Et donc ça, on s'en sert dans différentes applications. Alors nous, dans les biotechnologies, ça sert en recherche, dans le diagnostic et en thérapeutique. En recherche, par exemple, pour la cytométrie en flux, on va pouvoir reconnaître spécifiquement des cellules par rapport à ce qu'elles exposent au niveau de leurs cellules, de leur membrane. En immunohistochimie, on va pouvoir reconnaître sur des coupes de tissus différents types cellulaires, et aussi la technique du Western blot qu'on reverra plus tard. Au niveau du diagnostic, on va pouvoir rechercher des anticorps ou des antigènes par agglutination, et puis d'autres techniques dont on reparlera. Et enfin, en thérapeutique, on s'en sert, par exemple, dans les sérothérapies. Alors là, c'est des anticorps polyclonaux, mais on peut s'en servir aussi avec des anticorps monoclonaux contre des agents cancéreux, des cellules cancéreuses. Alors, on va revenir sur cette production d'anticorps. Soit, en fait, on va déclencher une réaction immunitaire par vaccinologie. On va pouvoir obtenir dans le sérum un grand nombre d'anticorps polyclonaux, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs lymphocytes B qui auront été activés. Je vous rappelle qu'ils ont tous un anticorps différent, dû à la recombinaison quand ils étaient encore immatures. Et donc on va pouvoir récupérer ce sérum, et on aura un panel d'anticorps spécifique de l'antigène. Donc on les appelle polyclonaux parce qu'ils sont issus de plusieurs clones de lymphocytes B qui se sont développés suite à la réaction immunitaire. Et en revanche, on peut avoir par la technique des hybridomes des anticorps monoclonaux, donc issus d'une même cellule, et qu'on a en grande quantité. Donc c'est la technique des hybridomes, et vous pouvez aller en savoir plus en suivant le lien présenté. Donc voici encore une petite carte mentale de techniques immunologiques que nous aurions dû faire en classe et que je vais intégrer donc dans la suite du projet. On va avoir des techniques de précipitation. Donc les complexes humains, dans certaines conditions, vont former des précipités. Donc on peut faire diffuser par exemple un anticorps dans une gélose où on a mis de l'antigène. Il va diffuser à une certaine concentration, un équilibre entre les deux. On va avoir apparition d'un halo
qui correspond donc au précipitat. On peut le faire aussi par méthode Douche-Terloni, on y reviendra. On peut aussi avoir de l'agglutination, un peu comme nous avions fait par le kit Pastorex, mais là en utilisant par exemple des billes de latex sensibilisées par un antigène. Et on va mettre dessus un sérum de personne. Et on va avoir une précipitation qui va être une agglutination qui va être visible à l'œil nu par formation de complexe immun. On peut avoir aussi des techniques de neutralisation, c'est-à-dire que certains anticorps vont être capables de bloquer l'activité d'une enzyme, et donc on va pouvoir déterminer s'il y a présence ou pas de l'enzyme si on met l'anticorps. Et on peut aussi s'en servir in vivo pour bloquer une enzyme malveillante, on va dire. Et ensuite, on peut se servir donc de ces anticorps, et notamment si on les couple dans des systèmes de détection, soit en mettant une enzyme qui va créer de la lumière ou une couleur différente. Et on va pouvoir s'en servir dans différentes conditions. Et enfin, vous pouvez aller voir différents sites qui montrent certaines techniques couramment utilisées dans les laboratoires, qu'ils soient de recherche ou même de diagnostic. Merci beaucoup et à très bientôt.